Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doux. Bonjour à toutes et à tous, je suis Flavie Després, directrice de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Bienvenue dans Changer la norme, le podcast dans lequel je reçois des entrepreneurs sociaux pour parler de leur parcours, de leur stratégie et de leur regard sur l'entrepreneuriat, traditionnel comme social. L'engagement, c'est un sujet phare depuis quelques mois, et tant mieux, il était temps. Avec Guillaume, mon associé, cela fait plus de 5 ans que nous avons créé un média qui informe, valorise et anime l'écosystème de ces acteurs engagés. Notre conviction, c'est qu'ils ont derrière les unes de journaux qu'ils commencent à envahir, les passages télé, les clips vidéo, un message qui va plus loin que l'optimisme, l'espoir et les ondes positives dont on les habille. À force de les fréquenter, nous avons compris qu'ils sont surtout des entrepreneurs comme les autres. La différence, c'est qu'ils sont guidés et contraints par des valeurs et des missions qu'ils ont choisi de placer du bon côté de la force. La promesse de ce podcast, c'est qu'ils racontent leur parcours, leur business plan, leurs doutes, leurs réussites, leurs envies et leurs craintes. Derrière les belles histoires apparaissent des cheminements riches, des faits, des actions et des chiffres qui, couplés à des volontés très fortes, permettent de changer la norme. La belle histoire aujourd'hui, c'est celle de Marie Nguyen. Marie est cofondatrice de We Dress Fair. Elle a rencontré son associé lors de son incubation à Ticket for Change. We Dress Fair, c'est une place de marché web qui ne propose que des fringues responsables. Pivot, tech for good, mode responsable, mieux ou moins consommé. Avec Marie, nous allons parler de sa reconversion, car elle n'était pas destinée à l'entrepreneuriat, de la création et de l'organisation de sa marketplace, de comment s'imposer sur un marché si concurrentiel et de comment l'économie sociale et solidaire vaincra. Bonjour Marie. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Bon alors Marie, tu as monté une plateforme de vente de vêtements qui s'appelle We Dress Fair. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de mode responsable et éthique, même si la Fashion Week est passée. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est We Dress Fair et c'est quoi la promesse derrière? Nous, on est parti du constat qu'en fait, tout le monde maintenant sait que la mode, ça a un impact. Et quand on demande aux personnes des marques qui font les choses mieux, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Du coup, nous, en fait, on s'est dit, pourtant, il y en a plein, on en a trouvé plein. Le problème, c'est que elles ont un peu moins d'argent que les grandes boîtes de l'industrie textile pour investir dans la communication et du marketing. Du coup, nous, on s'est dit qu'il faudrait en fait les rassembler sur une même plateforme pour leur donner plus de visibilité. On a créé We Dress Fair en fait pour permettre à chaque personne qui a besoin ou envie de consommer de la mode de trouver son alternative en mode responsable. Donc We Dress Fair, c'est un site marchand qui répertorie toutes les marques de mode qui produisent en se souciant des hommes et de l'environnement. Comment est-ce que vous les choisissez, ces marques ? On a 2 critères principaux qu'on vérifie vraiment très spécifiquement et très strictement. On n'en déroge pas là-dessus. On vérifie tout ce qui est social. Donc là, on va vérifier les usines de fabrication, dans quelles conditions ça a été fait, les labels de ces usines. On commence à avoir une liste assez large des usines de fabrication, des marques éthiques. Maintenant, on commence à connaître avec les noms. Mais du coup, on récupère quand même les labels, les certificats, etc. pour être sûr, en fait, que derrière, il n'y a pas d'emploi sous-payé, etc. Et après, le deuxième critère, c'est des critères de matières premières, environnementales. Du coup, on va vérifier la marque, ce que fait la marque, en fait, sur ce critère-là. Et on a une liste préétablie de matières premières éco-responsables. Il faut que la marque, en fait, elle ait ces matières-là à 90% sur tous leurs produits finis et qu'elle ait une collection de plus de 70% de ses produits qui soient faits de matières éco-responsables. Ça nous permet, en fait, d'éviter les marques qui ont une collection capsule avec 2 produits qui sont éco-responsables. Dans une collection, il y en a 99 qui ne le sont pas. Du coup, nous, on veut vraiment mettre en avant les marques qui ont au cœur de leur stratégie vraiment ce développement durable. Et donc, si on rembobine, parce que tu as un associé qui s'appelle Antoine, vous êtes passé par plusieurs incubateurs. L'idée, on comprend, c'est qu'il y a un problème, donc vous avez une solution. Mais comment est-ce que vous avez fait pour monter la structure qui est récente, mais qui tourne quand même bien en termes de financement, d'envie? Parce que c'était pas votre métier à tous les deux à la base, en plus. Non,
Moi, à la base, je suis ingénieure biotech et je travaillais dans la recherche en cancérologie. Et Antoine, c'était un ancien auditeur financier. On s'est rejoints sur les questions du textile, avec 2 parcours différents, l'un et l'autre. La seule chose qui nous rejoint, c'est on s'est engagés dans des associations quand on a perdu du sens dans notre travail. Tous les deux, on s'est tournés vers le textile, mais on se connaissait pas à ce moment-là. Et on s'est rejoints sur le parcours Ticket for Change en juin 2017. Moi, je développais un projet sur la revalorisation du textile entre particuliers, pour essayer de faire du sourcing de textile upcyclé. Et Antoine m'a porté le projet We Dress Fair. Pendant Ticket for Change, on s'est rendu compte qu'on était au même salon, on parlait des mêmes choses, on écoutait l'autre et puis du coup on réenchérissait sur un autre argument, etc. Donc on se correspondait vraiment beaucoup sur la façon dans laquelle on développait nos projets aussi et les problématiques à la base de nos projets. Petit à petit, on s'est dit, on aurait vachement plus de force si on était tous les deux que si on était l'un et l'autre dans des projets différents. D'autant plus les compétences qu'on a, Antoine et moi, sont ultra complémentaires. Moi, je suis plus du côté de la com, plus du côté du scientifique aussi, de la valorisation savoir la qualité des produits, etc. Antoine est plus du côté financier, du coup, et puis il est développeur, donc il est aussi du côté web. Donc c'est vrai que ensemble, on avait vachement plus de force, et c'est la raison pour laquelle on s'est mis ensemble sur We Dress Fair. Donc ça, c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi. C'est lui qui a fait le premier site, parce que ça coûte très cher de faire une marketplace. Ouais, c'est lui Donc c'est lui qui l'a fait de ses petites mains, il a codé. Comment vous avez trouvé les premiers fonds pour tenir? Parce qu'après, on parlera du modèle économique, mais il y a toujours une petite base de lancement quand même qui est nécessaire. Ouais, ça c'est sûr. Nous, à la base, donc, on a quand même mis 15 000 balles dans la boîte au départ. Donc, c'est pas des petites sommes, mais comme on avait eu 2 CDI avant, on avait pu économiser un peu d'argent. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à mettre cet argent-là. Et après, on a réussi à avoir la bourse French Tech qui permet d'avoir 20 000 euros sur le développement de l'entreprise. Ce qui nous a permis de structurer le site, d'embaucher des freelances. Parce que Antoine avait beau avoir fait le premier site, il était novice dans le web et dans le développement web. Le code, il faut on dit le nettoyer, Et ça coûte cher parce que ça prend du temps. Du coup, c'est un peu la raison pour laquelle cet argent nous a servi à faire ça et après nous a servi à structurer un 2e site qu'on a lancé en novembre dernier. Et après, on a fait aussi une campagne de crowdfunding sur Ulule. On a récolté 11 500 euros. Donc, il y a 2 choses qui coûtent cher, c'est le développement web et puis l'acquisition de nouveaux clients. C'est-à-dire, typiquement, payer des gens en communication, payer des gens en marketing, faire de la publicité, ça coûte cher. Ça nous a permis aussi, d'avoir aussi ces premiers clients-là et cette première base-là qui nous a permis de vivre pendant un peu plus d'1 an, sur ces fonds. Et après, en avril dernier, on a emprunté de l'argent. Donc, on a réussi à avoir un prêt de 150 000 euros auprès de France Active. Oui, qui est un grand financeur. Qui est un grand financeur. De l'ESS et de l'entrepreneuriat. Et du coup, ça nous a permis d'embaucher des gens. Donc là, on est quand même une bonne équipe qui fonctionne bien. Ouais, et maintenant, vous avez du chiffre d'affaires. Parce que moi, il y a la somme de départ, il y a l'espèce de latence. Et puis maintenant, ça fonctionne. Ouais. C'est quoi votre résultat, votre chiffre d'affaires plutôt pour cette année? Là, du coup, on a clôturé à un peu plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Cette année. Ok. En termes de décomposition, parce que pour que les gens comprennent bien, même si c'est pas notre première marketplace, mais c'est une commission que vous prenez. Ouais, alors nous, on a un modèle qui est un peu différent de marketplace classique parce que on a 2 typologies de marques. On a des marques qui marchent très bien en marketplace, qui ont envie de rester en marketplace sur des petites commissions. Mais il faut savoir que sur la marketplace, les marques, elles récupèrent l'argent que quand le client il a acheté le produit. Donc, c'est-à-dire qu'elles doivent investir énormément d'argent à la base, faire les productions, et après, elles récupèrent l'argent sur ces productions. Donc elles aussi, elles doivent avoir un minimum de départ qui est assez conséquent et bien plus conséquent que des sites web. Et après, il y a d'autres marques. Le modèle dans lequel elles marchent, c'est plutôt faire de la précommande via des plateformes comme ça. Donc du coup, elles demandent 6 mois à l'avance. Elles font des prototypes, elles produisent un tout petit peu de produits pour qu'on puisse les voir. Et elles demandent 6 mois à l'avance de faire des promesses d'achat où elles savent qu'elles vont récupérer cet argent-là. Du coup, elles peuvent avancer l'argent grâce aux banques, etc. Donc elles avancent l'argent puisqu'elles savent qu'elles vont le récupérer. Et du coup, elles préfèrent marcher comme ça. Donc c'est vrai qu'on a un modèle qui est un peu hybride. On a des petites marques qui préfèrent marcher en marketplace parce que c'est des petites commissions. Du coup, c'est facile pour elles de marcher comme ça. Et on a des grosses marques. Elles
perdent entre guillemets moins, elles touchent plus à la fin. C'est ça. Et les grandes marques où du coup on achète à l'avance, mais du coup on bénéficie d'un peu plus de marge dessus aussi. Donc on a un modèle où on a aujourd'hui je pense que c'est 70-30, donc 70% en marketplace, 30% où on fait de l'achat-revente sur des grandes marques qui sont un peu moins dangereuses aussi pour nous. Et aussi parce qu'on a une boutique à Lyon, donc du coup la boutique, il faut acheter des produits, donc là aussi on a eu un modèle un peu hybride. Là il y a de plus en plus de marques qui veulent rentrer en marketplace parce que notre site il marche bien, parce que derrière on est 3 développeurs, donc il y a énormément de tech derrière. WeDressFair c'est un produit tech avant tout. Cette marketplace on va la faire grossir de plus en plus aussi pour répondre à la demande. Nous on veut que tout le monde puisse se fringuer en fait de façon éthique. Ça passe par de plus en plus de marques, avec de plus en plus de styles différents, avec de plus en plus de gammes de prix différents. Si on marchait en juste achat-revente, il nous faudrait énormément d'argent pour le faire, alors qu'en marketplace, c'est un peu plus facile. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a une 40aine de marques sur la plateforme. C'est quoi votre ambition à 1 et à 5 ans en termes de représentativité ? Ouais, nous on veut... c'est un grand mot. T'as le droit de vouloir. D'ici la fin de l'année, doubler le nombre de marques déjà. Sachant que si on double le nombre de marques, ça va être certainement des marques qui sont un peu plus petites. Donc on n'a pas des profondeurs de stock qui sont énormes et des références non plus. Donc on marche toujours avec ce côté retail à côté où là on achète et on revend, où on a un peu plus de profondeur de stock. Là on a 40 marques, 2000 produits. Donc on espère à la fin de l'année avoir entre 80 et 100 marques. Voilà. Nombre de produits, on peut pas trop se projeter parce que ça dépend du nombre de références qu'ont les marques. Et d'ici 5 ans, il y a d'autres choses sur WeDressFair qu'on adorerait faire. C'est... Là, on n'est que sur de l'homme et de la femme. On aimerait faire du sportswear, on aimerait faire de l'outdoor, on aimerait faire du coup aussi bébé, enfant, qui est très très dur aujourd'hui à trouver. Et puis qui est sur un modèle où on réfléchit aussi sur le modèle de distribution, parce que nous, on fait du neuf. Sur l'enfant il grandit très vite. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles aussi à développer au sein de WeDressFair sur ces catégories-là ? À 5 ans, on espère pouvoir proposer à toute la famille de 0 à 99 ans des vêtements de marque éthique. Comment tu te situes par rapport à d'autres plateformes ? Parce qu'il y a une néo-concurrence aux vêtements éthiques qui est l'achat de seconde main qui se développe beaucoup. Puis il y a eu beaucoup de presse autour de ça. Donc ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie, c'est est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment où les marketplaces célèbres et déjà connus vont se prendre cette question et du coup avoir beaucoup de moyens tout de suite pour s'adresser à un public qui veut acheter responsable. Ouais, il y en a déjà d'ailleurs. Je vais répondre à la première question qui était la seconde main. Nous, on prône le fait que si on veut consommer de la mode de façon plus éthique, il y a plein de solutions et la seconde main est une solution. Donc en fait, on n'est pas du tout en compétition avec la seconde main, sachant que pour nous, c'est vraiment une bonne façon d'acheter aussi et de réduire son impact sur l'environnement. Il y a juste 2 choses qui nous dérangent dans la seconde main. C'est que nous, on re-questionne aussi notre manière de consommer. On re-questionne aussi le fait qu'il faut consommer moins, en fait. Il faut produire moins. Donc, il faut que les gens consomment moins. Donc, il faut revoir, en fait, ce rapport qu'on a à l'achat de vêtements. Et la seconde main, c'est vrai que de ce qu'on voit et de ce qu'on entend et de ce qu'on connaît comme pratique, etc. Ça reste de l'achat impulsif, rapide, où on achète plein parce qu'on se dit c'est pas cher, c'est pas grave, c'est pas cher. Ça reste en fait la même logique que quand on va... Après on se dit qu'on peut revendre aussi. Et qu'on peut revendre il y a eu aussi, des articles sur Vinted notamment où les gens disaient je l'achète en solde à 5 €, je sais que je peux le revendre 3. Oui, voilà. Puis il y a ce côté aussi spéculation qui est un peu la dérive aussi du modèle du système dans lequel on vit aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce petit côté-là qu'on aime un peu moins de la seconde main. Et il y a le deuxième côté de la seconde main qui est... il y a les dernières chaussures à la virgule qui sortent. Je les adore, mais je sais que ça a un impact de ouf sur la planète. Du coup, je vais les chercher sur Vinted. Donc spécifiquement, je vais chercher un produit de marque sur Vinted. Je le trouve, je les prends, je les achète en seconde main, je les porte. Il n'y a pas écrit seconde main quand je les porte. Mon pote qui est à côté, qui les aime, il les trouve trop belles, lui, il va pas forcément avoir le réflexe seconde main, donc il va les acheter en neuf. Et du coup, on entretient ce côté logomania, etc. Ça, c'est vrai que nous, on réfute un peu ce modèle-là aussi. Donc, seconde main, oui, quand on cherche un vêtement fonctionnel dont on a besoin, dont on a envie, etc. Si à côté de ça, on revoit aussi sa façon de consommer dans sa totalité, quoi. Et du coup, la deuxième question, sur la concurrence des marketplaces qui pourraient se labelliser avec en mode responsable aussi. Ouais. On dit qu'ils font de la démocratisation, donc c'est bien, ils en parlent. Ils n'auront pas du tout les mêmes modèles que nous. Les Galeries Lafayette ont lancé un mouvement qui s'appelle Go for Good, qui est bien, qui n'est pas vachement bien, mais qui est bien, qui permet de démocratiser le mouvement. Mais il y a des belles marques. Moi, j'étais allée au
aux galeries, enfin physiquement. Il y a Panafrica, Villefranc, c'était mon invité au tout début, la première saison. Enfin, il y a des belles marques aussi dedans. Ça c'est sûr. Après, nous, ce qu'on dit, si on fait le parallèle avec l'alimentation, il y aura toujours du bio à Carrefour. Il y aura le bio de Carrefour, puis il y aura le bio de Biocop. Et nous, on a envie d'être le bio de Biocop, quoi. Je résumerai ça à ça. Belle ambition. Donc ça n'était pas ton profil, ça n'était pas celui d'Antoine. Vous avez réussi à rallier 40 marques. Donc si j'ai compris, il y en a une partie qui prend un peu un risque parce qu'il y a une com derrière et on ne sait pas. Et l'autre partie, c'est du préachat. Donc pour eux, c'est pas risqué. Pour vous, financièrement, c'est un gros engagement. C'est plus risqué. Comment est-ce qu'elles vous ont fait confiance, ces marques? Parce que elles auraient pu, elles auraient pu ne pas vous faire confiance, c'est une évidence. Mais comment est-ce qu'on convainc comme ça, en un an, 40 marques de venir s'apparenter à WeDressFair? Je pense qu'il y a une vraie demande, en fait. Pour prendre l'exemple de Patagonia, qui va rentrer sur la plateforme en août, ils sont venus nous voir. C'est eux qui sont venus vers nous, donc nous, on était super contents. Patagonia, ils ferment tous leurs distributeurs non éthiques. Donc, ils s'en vont d'Amazon. Ouais, c'est une marque très engagée. Ouais, c'est une marque très engagée. Donc, ils s'en vont de tous ces distributeurs qui ne partagent pas leurs mêmes valeurs qu'eux. Et eux, par contre, nous ont proposé d'ouvrir le compte chez WeDressFair. Ça veut dire vraiment qu'il y a une vraie demande sur la totalité de la chaîne. Je vais avoir une cohérence complète. Et en fait, si mon distributeur, il n'est pas cohérent, si du coup, les gens, ils achètent du Patagonia sur Amazon, mais après Amazon, ils réinvestissent dans la pub pour la marque à virgule, forcément, il manque une cohérence complète. C'est une vraie demande des marques d'être distribuées par des gens qui font les choses bien, à côté de marques qui font les choses bien aussi, dont on sait que la rigueur et la sélection stricte en fait d'entrée sur cette plateforme, enfin sur WeDressFair, a permis en fait de sélectionner uniquement les projets qui partagent exactement les mêmes valeurs qu'eux. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait la force, notre force dès le début, c'est que on n'a pas dérogé sur nos valeurs. Il y a beaucoup de marques qu'on a refusées sur la plateforme. Il y a des grandes marques qu'on a refusées, sur la plateforme. On est parti pris du fait que, oui, on se coupe des fois des grands noms, des marques qui pourraient nous ramener du trafic, des marques qui marchent bien en ce moment, mais parce qu'on est persuadé que cet engagement qu'on a depuis le début, en fait, c'est notre force, quoi. Ça me permet cet engagement de t'amener vers le terrain plus général de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Il y a une question que je pose souvent aux entrepreneurs, c'est comment est-ce que tu fais la part des choses en termes d'organisation et de temps? Parce qu'une grosse partie du boulot d'entrepreneur, c'est de faire de la sensibilisation quand tu es dans l'ESS. Parce qu'en fait, il faut convaincre les gens d'acheter des vêtements, dans ton cas, plus chers et ou pas forcément immédiatement et avec des critères un peu différents de ce que les gens connaissent. Et après, il y a la partie entrepreneuriat où il faut quand même faire vivre des gens, surtout que tu as un certain nombre de salariés. Donc voilà, comment est-ce que vous vous organisez pour faire la part des choses entre la partie engagement et la partie business Nous, on a créé du coup une structure économie sociale et solidaire, donc on les a écrits dans nos statuts. On voulait aussi montrer que on pouvait créer des entreprises d'une autre façon aujourd'hui, que l'ancien modèle était un peu obsolète, était même carrément obsolète aujourd'hui, et que c'était faisable de payer des gens bien, de faire les choses bien et de garder ses valeurs du début jusqu'à la fin. Nous, le premier truc qu'on a fait avec Antoine, et après on a été accompagné par Make Sense, qui est un incubateur génialissime pour ça. Eux, ils ont vraiment, mais depuis le début, posé cette question-là, et ça fait 11 ans qu'ils le font, donc ils le font vachement bien. On a écrit nos valeurs, donc on a écrit vraiment les valeurs sur lesquelles on dérogerait pas. Et à chaque fois qu'on lance un projet, qui soit très orienté business ou très orienté sensibilisation, pédagogie, etc., en fait, on passe au crible des valeurs. Dans ces valeurs, il y a ne pas pousser à la surconsommation, par exemple, qui aujourd'hui, en fait, c'est difficile à comprendre pour le consommateur. On vit si on vend, mais en même temps, on pousse pas à surconsommer. Du coup, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut voler des parts de marché à des boîtes qui font les choses moins bien. Donc, on fait beaucoup d'acquisitions aussi. Donc, on est toujours en train d'aller chercher des nouvelles personnes parce que les gens qui ont déjà acheté chez WeDressFair, on considère que c'est bon. Voilà, ils sont acquis. Enfin, c'est même pas qu'ils sont acquis, c'est surtout qu'on veut pas qu'ils reconsomment trop rapidement chez nous. Donc, on n'est vraiment pas sur de la relance panier. C'est un peu genre, on n'est pas du tout sur ces choses-là, en fait. Mais du coup, on réinvente la totalité du parcours d'achat chez nous. Donc nous, on fait énormément de pédagogie. On parle du vêtement, on parle de la qualité du vêtement, on parle de comment on fait un vêtement, qui sont les gens derrière, etc. Et en fait, nous, on considère que ça a tellement plus de valeur que genre juste t'envoyer un mail en te disant « Coucou, t'as oublié quelque chose dans ton panier ». Vraiment, voilà. Comment tu fais pour convaincre des investisseurs potentiels? Parce que le propre de l'entrepreneuriat social, c'est quand même de créer des métiers qui, normalement, au bout d'un moment, devraient ne plus exister ou exister sous d'autres formes, parce que comme on essaie de résoudre un problème, on dit que si on est bon, normalement, on va l'éradiquer, donc il faudra qu'on se réinvente. Et en termes de business, comment les gens y réagissent à ça?
Alors, en fait, j'ai envie de dire, les investisseurs aussi, ils font du chemin. Bon, il y a vraiment 2 écoles, c'est vrai que... Enfin bon, bref. Mais il y en a 2. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui sont très, très, ultra Startup Nation, blabla, tout le truc un peu où genre, j'investis dans des projets où c'est des grosses bulles, on sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est juste peut-être ça sera la prochaine licorne. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment dans un truc super réel, où nous, on leur donne des chiffres, où nous, on leur dit qui on veut être, où ils partagent des valeurs, en fait, complètement avec nous. Pour nous, ça a tellement plus d'impact et tellement plus de poids que quelqu'un qui va juste nous dire, j'arrive avec mon argent et puis voilà, tiens, prends et puis fais-le, quoi. Alors ça, c'est cool. Ça nous permet d'avoir un boost de croissance, etc. Et on sait qu'on va faire bien les choses derrière. Mais ça a tellement plus de valeur, un mec qui dit je partage ce que vous faites, viens, je mets mes compétences avec toi, viens, j'ai pu investir dans des projets qui étaient moins bien au départ. Maintenant je connais, j'ai envie d'aller vers des choses qui ont un peu plus de sens. Et après, en fait, nous on montre qu'on marche quand même. Enfin, on montre aujourd'hui que on réussit à vivre de ça, on réussit à payer des gens avec ça, on réussit à ouvrir une boutique après 1 an d'existence, on réussit à avoir des techs en interne, enfin... avoir un vrai site qui a des qualités techniques derrière qui sont incroyables. Et du coup, ça convainc aussi parce qu'ils se disent, en fait, l'ESS, il y a des gens qui sont compétents aussi à l'intérieur. Il n'y a pas que... Enfin, c'est pas des bisounours qui font des choses... Ah non, mais c'est le problème de cette émission, c'est que les entrepreneurs sociaux sont beaucoup plus normaux que ce que les gens exactement, pensent. Hein. Mais c'est exactement ce qu'on dit. Quand on voit ces trucs de les mutants, donc on a l'impression que c'est des gens qui sont complètement en dehors du temps, c'est le 0,01% des gens qui sont capables de faire ça. En fait, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, vraiment. À la base, il faut avoir des convictions, il faut avoir une envie forte, il faut avoir de l'énergie, certes, mais en fait, tout le monde est capable de le faire et tout le monde est capable de le faire s'il s'entoure de gens qui sont capables de le faire aussi. C'est vraiment ce qu'on dit. Après, dans l'ESS, on a l'impression qu'il faut qu'on prouve 2 fois plus que les autres qu'on est capable de le faire. Du coup, nous, on essaye d'avoir cette rigueur tout le temps dans tout ce qu'on fait pour du coup montrer que on est dans l'ESS. Oui, on a un but social qui est fort, mais en fait... d'un point de vue business derrière, d'un point de vue technique derrière, en fait, on est fort aussi, quoi. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à embarquer aussi les gens avec nous. Pareil que les autres, mais en mieux. J'ai pas dit ça. Moi, je dis. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon toi, pour que ton business il se normalise? L'émission, elle s'appelle Changer la norme. Ouais. Est-ce qu'il faut pénaliser et mettre un malus sur les marques qui polluent? Est-ce qu'il faut plus favoriser des structures émergentes comme toi? C'est juste si tu avais une baguette magique, là, qu'est-ce que tu ferais? Il y a un truc que je forcerais à faire, comme je pense qu'il faut absolument avoir dans le textile. C'est une base de données internationale et commune en fait à toutes les marques où on est obligé de dire mon vêtement il vient d'où, il est fait comment, dans quelles conditions, etc. Où en fait on rentre tous les critères parce que cette base de données on l'a dans l'alimentation mais on l'a pas en fait dans le textile. Pourquoi? Parce que la chaîne elle a été complètement disloquée en fait et puis il y a tellement d'intermédiaires dans le textile que c'est super dur aujourd'hui de remonter toutes les chaînes. Du coup nous on le fait en interne mais ça coûte du temps et ça nous coûte de l'énergie. Après c'est vachement bien parce que nous on se rend compte que toutes les marques qu'on a chez nous elles connaissent toute la traçabilité de leurs vêtements. Mais c'est pas rare encore, et c'est même l'inverse, c'est très commun encore, qu'il y ait des marques qui produisent sans savoir en fait d'où viennent leurs matières, dans quelles conditions ça a été fait. Et ça, moi je trouve ça absolument... Mais c'est comme ça qu'on arrive avec de la viande de cheval. Et c'est exactement la même chose qu'on arrive dans le textile. Sauf que dans le textile, on s'en rend pas compte, mais c'est ultra commun. On a de la viande de cheval partout dans le textile, quoi. Du coup, la seule chose que je ferais, c'est forcer ça. Et après, évidemment, il y a une deuxième chose que je ferais, c'est baisser la TVA sur les produits qui ont été produits dans des bonnes conditions, avec des gens derrière qui sont extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la mode éthique, c'est encore cher. Mais on a 20% de TVA sur ces produits-là. Et les 20% de TVA, si on les baissait, ça permettrait de démocratiser ce mouvement et d'en devenir une norme. Merci beaucoup, Marie. Alors, les petites questions finales, tu dois répondre en une phrase. Ouais. Je suis bavarde, alors je sais pas si je vais réussir. Non, là, je vais te punir. Quelle est la raison d'être de We Dress Fair? Démocratiser la mode éthique. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre? C'est une bonne question. Je dirais Macron. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? La TVA. La patronne ou le patron du CAC 40 que tu pourrais être? Alors là, j'en sais strictement rien parce que je veux pas être un patron du CAC 40. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique? Aucune somme. Merci Marie. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.